sûr. Et c'est parti. C'est parti. Erev Tov, les Koulam. Comment ça, on ne me voit pas? Mais si, on me voit. Doucement. Je sais pas. Non? Je vais le faire autrement, ça fait mieux. Vous pouvez mettre votre... Voilà. Tov. Alors, Erev Tov, les Koulam. Aujourd'hui, les amis, nous avons un... Alors, juste, si vous savez qu'il y a du bruit derrière vous, fermez vos micros. Ah, ça, c'est l'inconvénient du Zoom. Les gens, ils font n'importe quoi dans le Zoom. Top. Alors, les amis, ce soir, nous avons énormément de travail puisque nous allons aborder je dis bien trois sujets. Nous allons aborder évidemment notre paracha de Vaïgash, mais elle est intimement liée à son autre sujet, à savoir Asara Betevet, le 10 Tevet qui arrive, qui est vendredi. Et nous allons également évoquer très rapidement la question de qu'est-ce qui se passe demain soir. Et oui, car demain soir, les chassidim nous enseignent qu'on n'a pas le droit d'étudier la Toïré. Parce que demain soir, c'est la Noël. Donc, on n'a pas le droit d'étudier la Toïré quand c'est Noël. Ça, c'est ce que nous disent les chassidim. Donc, on va essayer de voir un petit peu tout ça. C'est-à-dire, alors, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. C'est parti. Asara Betevet, le jour du 10 Tevet, c'est le jeûne qui arrive vendredi. Entre parenthèses, c'est le jeûne le plus facile de l'année. Il dure, là en l'occurrence, il dure 9h38. Mais vous, les Burstins, vous n'avez pas le droit de jeûner. Ok? Avant même que tu poses la question, je te dis que tu n'as pas le droit de jeûner. C'est-à-dire, donc voilà. Il commence à 5h20 du matin et il termine à 5h02 de l'après-midi. Mais il faut, avant de manger, il faut faire kidouche. Ok? Il faut faire kidouche parce que c'est Shabbat. Donc il faut d'abord faire kidouche avant de pouvoir manger. Alors, vous savez qu'on n'utilise pas ce soir-là, c'est l'important. Venez, on va voir de quoi il s'agit. Alors venez, on rentre dans notre sujet. Donc on a dit, la Asara Betevet, c'est un jeûne, mais c'est un jeûne pas n'importe lequel, c'est pas un jeûne comme les autres. Il y a dans le peuple juif 3 sortes de jeûnes. On jeûne pour 3 sortes de raisons différentes. Il y a des jeûnes qui viennent parce qu'il s'est passé un drame et qu'on veut pleurer sur ce qui s'est passé. Comme on dit en hébreu, lifkot al chalav shenishpach, c'est-à-dire tu pleures pour du lait qui s'est renversé. En d'autres termes, la tasse est tombée de la table, elle s'est brisée, et ben tu pleures et tous les ans tu commémores le jour où la tasse s'est brisée. Il y a d'autres styles de jeûne. Alors, les jeûnes qui ressemblent à cette tasse brisée, c'est le 9 Av, le 17 Tammuz ou le jeûne de Guédalia. Ok, c'est 3 jeûnes qui viennent commémorer un événement dramatique qui s'est passé, Zemayesh. Il y a une autre sorte de jeûne qui est un jeûne pas pour des raisons négatives, mais un jeûne qui est là pour nous élever au-delà de notre condition simplement physique et nous rattacher à notre Neshama. C'est le jeûne de Yom Kippour. Yom Kippour n'est pas triste, c'est pas un jour de deuil, c'est un jour où on jeûne, certes, mais pas pour des raisons négatives, c'est pour nous élever et pendant un jour, ne pas penser à notre corps et penser uniquement à notre Neshama. Et il y a un 3e type de jeûne, qui est un jeûne où la tasse n'est pas encore tombée, elle risque de tomber, elle est en bout de table, mais elle n'est pas encore tombée, et tu es là pour te rappeler de la mettre au milieu de la table. C'est là pour faire en sorte que la tasse ne se brise pas. C'est le jeûne du 10 Tevet. C'est quelque part aussi le jeûne d'Esther, même si le jeûne d'Esther, c'est encore plus, il s'est encore rien passé dans le jeûne d'Esther. C'est on prie pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais le jeûne du 10 Tevet, c'est un jeûne très particulier parce qu'on ne pleure pas sur un problème, on vient dire, il y a un problème, mais il n'est pas encore trop tard
pour changer la donne. Ce qui va faire que ce jeûne est donc tellement important, à tel point qu'on jeûne vendredi. Les autres jeûnes, on les décale. Mais je vais vous dire mieux que ça. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert et il fait du bruit. Donc si vous voulez bien, ou sinon c'est moi qui vous coupe le micro. Non, c'est pas vous les bursters, vous êtes bien. Ben ça a l'air. Ou vous faites pas de bruit, ou vous fermez vos micros. Quoi qu'il en soit, ça marche pas. Hein. En tout cas, le jeûne du dit Tevet, là, on va jeûner vendredi. Mais il faut savoir une chose. Il y a quelqu'un qui a mis la télé. Donc, vraiment, les amis, si vous êtes en Zoom, il faut fermer son micro ou fermer la télé. C'est ou l'un ou l'autre. Vous choisissez. Bekitsour, le jeûne du Tevet, on dit on va jeûner vendredi. Mais la vérité, c'est que ça aurait pu tomber également Shabbat. Alors, je vous rassure, en ce moment, ça ne peut pas tomber Shabbat le dit Tevet, parce que, vous savez, à l'époque, comment est-ce qu'on déterminait le nouveau mois? Comment est-ce qu'on déterminait Rosh Chodesh? Eh bien, à l'époque, dès qu'on voyait la nouvelle lune, il y avait 2 témoins qui venaient au Beth Amikdash, et donc, dès qu'il y avait les témoins, qu'on avait la nouvelle lune, boum, Rosh Chodesh. Et donc, ça veut dire que ça pouvait tomber n'importe quel jour. Et donc, eh bien, tous les stratagèmes que les rabbins ont mis en place pour que certaines dates ne tombent pas certains jours, à l'époque, n'existaient pas. Depuis qu'on a arrêté de décréter Rosh Chodesh avec le témoignage et qu'on en a fait un calcul mathématique, eh bien, on a également mis dans ce calcul des stratagèmes pour que certaines dates ne tombent pas certains jours. Parmi ces stratagèmes, eh bien, on a fait en sorte que le dit Tevet ne tombe pas Shabbat. Pourquoi? Eh bien, parce que s'il tombait Shabbat, on jeûnerait pendant Shabbat. Mais les sages savaient exactement à l'avance. Ils savaient quoi à l'avance? Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, les sages savaient déjà à l'avance, il faut que tu m'expliques. En tout cas, depuis qu'on a fait le calcul, on s'est arrangé que le dit Tevet ne tombe pas Shabbat. La malo, eh bien parce que le dit Tevet est tellement important que s'il tombait Shabbat, on jeûnerait pendant Shabbat. Alors que dans la conscience collective, le jeûne de Tcha'abeb, ou alors de Tisha B'Av, comme disent nos amis Ashkenaz, eh bien, est considéré comme le plus important, mais Tisha B'Av, si ça tombe Shabbat, on le repousse à dimanche. Alors que le dit Tevet, j'ai envie de dire presque, il repousse lui Shabbat. Tu jeûnes pendant Shabbat. Vous connaissez un autre jeûne où on jeûne Shabbat? Yom Kippour. Ben oui. Ça veut dire que le dit Tevet a le même statut d'importance que Yom Kippour. Et c'est bizarre parce que c'est le jeûne que tout le monde oublie de faire. Et pourtant, il a l'importance de Yom Kippour. Hashéla Lama. D'où on a appris que le dit Tevet, il a l'importance de Yom Kippourim. Ils savent quand et où était la lune, ce qui leur permettait de lutter contre les contrevenants. Non, faux. Désolé. Ils savaient peut-être au niveau astronomique où était la lune, mais à l'époque où on faisait le Kiddush HaChodesh avec le témoignage, eh bien, tant qu'il n'y a pas eu de témoin, eh bien, on ne décrète pas Rosh Chodesh. C'est comme ça. Mais Kitsour, d'où on sait que le dit Tevet, Kippour, même combat. Eh bien, lorsqu'on va prendre le livre de Vaïkra dans la Torah, dans le chapitre 23, dans la paracha de Hémor, là où on va nous faire la liste des fêtes, eh bien, quand on va arriver à Kippour, on va nous dire que Kippour, comment il est présenté dans la Torah, on nous dit Be'etzem Ayom Azeh. Mazé Etzem Ayom Azeh, l'essence de ce jour-là. Très bien, c'est comme ça qu'on nous présente Kippour. Mais lorsqu'on va nous présenter le dit Tevet, et pour ça, il faut aller voir dans le livre de Yecheskel, dans le livre de Yecheskel au chapitre 24, au verset 2, eh bien, Yecheskel va nous présenter le dit Tevet en nous disant également Be'etzem Ayom Azeh. Et donc, nos sages dans le Talmud vont faire une Gzera Shava et ils vont dire, s'il y a marqué pour Kippour Etzem Ayom Azeh et pour le dit Tevet Etzem Ayom Azeh, eh bien, ça veut dire qu'on apprend l'un de l'autre
et que donc si à Kippour on jeûne pendant Shabbat, eh bien pour le dit Tevet également, on jeûnera pendant Shabbat. Tout ça pour dire qu'effectivement c'est un jeûne extrêmement important. Mais la question c'est pourquoi? Oui, il ressemble à Kippour, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il représente de si important? Kippour, je sais, mais le dit Tevet, pourquoi est-il si important? Eh bien les amis, pour ça il va falloir qu'on rentre un tout petit peu dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé le dit Tevet? Alors, il y a 3 événements officiels et 3 événements non officiels. OK? Quels sont les 3 événements officiels? Vous voulez qu'on commence par les non officiels? On va commencer par les non officiels. Les 3 événements non officiels du dit Tevet, c'est 1. La mort de Ezra Sofer. Pourquoi je dis non officiel? Parce qu'en fait, il est mort le 9 Tevet. Mais que les Chachamim, ils ont dit, si on jeûne et le 9 et le 10, ça va être trop dur. Donc on a collé ça au dit Tevet, mais c'est pas vraiment le dit Tevet. Il y a un autre événement que certains rabbins ont dit qu'il faut symboliser ça, mais d'autres sont sortis en guerre contre ça, parce qu'ils ont dit que c'était le jour de la mort de Pierre. Pierre, hein? Pierre de chez les chrétiens. Mais attends, s'il est mort dit Tevet, bah fait un jour de joie, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien non, parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines traditions qui disent que justement, Pierrot, en fait, était un espion du Sanhédrin. Et qu'en fait, il a été envoyé justement, pas pour faire le mal, mais pour faire le bien, à savoir pour bien séparer les chrétiens, les premiers chrétiens qui avaient suivi Jésus, du reste des juifs. Et c'est donc pour ça qu'il les aurait amenés à annuler les mitzvot, machin. D'autres rabbins ne sont pas du tout d'accord. On ne peut pas dire que Pierre il a quelque chose de positif, tout ça. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une date complètement non officielle. Il y a une autre date qui est non officielle parce que fausse au niveau historique. Ce serait la naissance du petit Jésus. Non, ça va pas être possible. Donc ce sont les 3 dates non officielles. Quelles sont les dates, oui, officielles? Eh bien, les 3 événements officiels, on va commencer par le premier, c'est le début du siège de Jérusalem en l'an moins 588, c'est-à-dire lorsque les Babyloniens arrivent à Jérusalem. On sait que 2 ans plus tard, il y aura, enfin 1 an et demi plus tard, il y aura la destruction de Jérusalem et du Beth Amikdash. Donc, la première chose au niveau historique qui s'est passée le dit Tevet, c'est le début du siège de Jérusalem. Non, pas la brèche dans la muraille et pas la destruction de la ville. La brèche dans la muraille, ça sera le 17 Tammuz l'année suivante et la destruction de Jérusalem et du Beth Amikdash, ça sera à Tisha B'Av. Le deuxième événement, si on va chronologiquement, c'est 300 ans plus tard, c'est autour des années moins 250, où nous avons la traduction de la Torah en grec. OK? Et le troisième événement, il date de 1951. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'en 1951, le grand rabbinat d'Israël va décréter que ce jour du dit Tevet sera également le Yom HaKadish HaKlali. C'est-à-dire toute personne qui a perdu quelqu'un dans la Shoah mais qui ne sait pas quand, eh bien il fera toutes les tfilot, Kadish, Al-Malé Rachamim, le dit Tevet. Et il est évident qu'on doit se poser la question, pourquoi le grand rabbinat a choisi cette date-là pour rappeler la Shoah? On aurait pu penser à d'autres dates plus propices. Il y a des avis qui ont été émis à l'époque. Menachem Begin, il avait proposé le jour de Tisha B'Av pour faire le Yom HaShoah. Maintenant, ça avait fait un tollé à la Knesset parce que les Chaver Knesset communistes, ils avaient dit comment c'est possible, Tisha B'Av c'est un truc de religieux, la Shoah c'est pas un truc de religieux. Finalement a été décrété le 10 du mois de Tevet. Lama Makara. Eh bien les amis, venez, rentrons dans le vif du sujet, prenons les choses ordre par ordre. Le début du siège.
Le début du siège de Jérusalem par Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, donc j'ai dit en l'an moins 588. Qu'est-ce qui se passe? Sans, je vous épargne les détails, que finalement les Babyloniens, d'abord ils sont venus 11 ans auparavant, ils ont emmené l'élite de Jérusalem en exil, ils ont mis en place Tzidkiyahu pour être un espèce de pantin entre leurs mains. Finalement, Tzidkiyahu continue à se révolter contre eux, et donc ils décident de venir les Babyloniens, et terminus, la fête est finie. Maintenant, ce qu'on doit se poser comme question, c'est ce qui passe. Et là, j'aimerais que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Quand on parle de Tisha B'Av, que ce soit le premier ou le deuxième temple, l'homme échané, vous comprenez bien que vous comprenez, imaginez que vous êtes de Jérusalem à l'époque, eh bien le 8 Av, il y a encore une ville et il y a encore le Beth Amikdash. Le 10 Av, il n'y a plus de Jérusalem, il n'y a plus de Beth Amikdash. Tu comprends que la situation, elle a vraiment changé. Quelqu'un, le 9 Av, qui voit le Beth Amikdash brûler et qui commence à pleurer, à se dire peut-être qu'il aurait fallu faire quelque chose, tu comprends bien que c'est trop tard. Pareil pour le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, 3 semaines avant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la brèche dans la muraille. Et je ne rentre pas dans la marloquette. Est-ce qu'au premier temple, c'était le 17 Tammuz ou le 9 Tammuz? Venez, on ne rentre pas dans la marloquette. La première brèche dans la muraille, bah, là aussi, les choses sont fondamentalement différentes. Le 16 Tammuz de cette année-là, eh bien, dans la ville, il y a un stress, mais les soldats sont à l'extérieur et c'est la paix dans la ville. Le 18 Tammuz, le sang coule dans les rues. Dans chaque rue, il y a des Juifs qui ont été massacrés. Les Babyloniens et après les Romains sont dans la ville et massacrent tout le monde. Donc, vous comprenez bien que le 17 Tammuz, là aussi, c'est un peu tard pour se réveiller. Le 10 du mois de Tevet, 1 an et demi auparavant, qu'est-ce qui se passe? Madame Birenbaum, ou vous dites à votre mari de se taire, ou vous mettez votre micro sur mute. Ah, non, je change d'endroit. Ah, comme tu veux. Comme tu veux. En tout cas, bonjour. Tu as vu que... Je m'excuse de retard. Il n'y a pas de problème. Tu vois que ton idée a été retenue. C'est gentil, merci, ça m'arrange. Et ben voilà. Bekitsour, le 10. Non, Sylvain, si tu veux parler, il faut que tu mettes ton micro. Non, mais il n'est plus là. Non, pas toi. Il y a un autre Sylvain. Ah, l'autre Sylvain, pardon. C'est trop compliqué de gérer ça. Ouais. Bekitsour, je disais le 10 Tevet, donc 1 an et demi auparavant. Faut comprendre que entre le 9 Tevet et le 11 Tevet, rien n'a changé. La vie des Juifs à Jérusalem n'a pas changé. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que le 10 Tevet, lorsque Nabucodonosor arrive à Jérusalem, il commence le siège. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il commence le siège? La ville n'est pas encore fermée hermétiquement parlant. La ville est encore ouverte. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que tout est open. Il y a plein de scénarios possibles. Tu peux t'enfuir. Tu peux payer une armée de mercenaires pour venir te défendre. Tu peux t'entraîner à la guerre, pourquoi pas? Tu peux, je sais pas moi, faire une chaîne de Tehillim. Peut-être que ça va marcher. Ce que je veux dire, c'est que le 10 Tevet, lorsque Nebuchadnezzar arrive à Jérusalem, tout est encore open. Il n'est pas trop tard pour faire quelque chose. Comparé au 17 Tammuz et au 9 Av, eh bien là, tu peux encore faire quelque chose. La deuxième chose qui se passe, donc le 10 Tevet, on a dit, c'est la traduction de la Torah en grec. Nous sommes dans les années moins 250. Et vous vous en rappelez, on en avait déjà parlé, la traduction de la Torah en grec, lorsque ça arrive, les Juifs d'Alexandrie et la majorité des Juifs dans le monde à ce moment-là
vivent la traduction de la Torah en grec comme étant un jour de joie énorme. Vous imaginez le roi du monde, le roi grec, Ptolémée II Philadelphos, veut faire une marque de kavod à la Torah. Il traduit la Torah en grec, la met dans une place d'honneur dans la grande bibliothèque d'Alexandrie. Quel kavod! Imaginez-vous, et on va dire les choses de manière très très simple, imaginez-vous, demain, après-demain, il y a une Achnasat Sefer Torah à l'Élysée. Est-ce que les Juifs de Paris, qui seront invités, hein, t'en fais pas, ils vont pas y aller? Bien sûr qu'ils vont y aller. Ils vont y aller et ils vont faire Miché Berach. Pour les Chachamim, dans le Seder Olam Rabba, on nous dit que les ténèbres se sont abattues sur le monde pendant 3 jours. Le 10 Tevet. 8, 9 et 10 Tevet. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si grave à traduire la Torah en grec finalement? Vous le savez, on vient de sortir de Hanouka, vous connaissez l'histoire. Lorsqu'on parle de la Grèce, eh bien, là encore, il y a, comme il y avait pour la destruction de Jérusalem, on peut faire correspondre également un 10 Tevet au 17 Tammuz et au 9 Av. Je vous explique. Je vais faire des corrélations. Pour moi, c'est purement personnel. Mais pour moi, si le 10 Tevet, c'est la traduction de la Torah en grec, qui est comparée donc au moment où le siège a commencé, le siège de Jérusalem, eh bien pour moi, le 17 Tammuz de la Grèce, c'est quoi? Eh bien pour moi, c'est le moment où les décrets de Antiochus IV ont été rédigés. Pour moi, le 9 Av de l'époque grecque, ça s'est pas passé le 9 Av, mais pour moi, le 9 Av de l'époque grecque, c'est lorsqu'il y avait le droit de cuissage pour chaque Bat Israël qui se mariait. Ce que je veux vous dire, c'est la chose suivante. Quand il y a les décrets de Antiochus qui empêchent la Brit Mila, qui empêchent le Shabbat, c'est peut-être un peu tard pour te poser la question que la Grèce, elle veut t'assimiler. Lorsqu'il y a le droit de cuissage, c'est peut-être un peu tard pour te dire que les Grecs, ils veulent s'emparer d'Israël. Mais lorsqu'on traduit la Torah en grec, et qu'il y a des festivités en l'honneur de la Torah qui sont organisées partout, est-ce qu'à ce moment-là, on se rend compte que c'est le début de l'assimilation qui commence? Les amis, on connaît très bien notre situation en France. On a grandi là-bas, on a vécu là-bas, donc on va parler de ce qu'on connaît. J'imagine que ce que je vais dire maintenant, on peut le décliner à plein de pays, mais on va parler de ce qu'on connaît. Vous savez que l'assimilation en France, elle est pratiquement inexistante avant la Révolution française. Pour une simple raison, on ne nous laisse pas nous assimiler. Les Juifs, c'est les Juifs, c'est Juden. On ne va pas les laisser se mélanger. Mais après la Révolution, et surtout après Napoléon, et lorsqu'on va avoir la citoyenneté, l'assimilation commence. Mais attention les amis, ça commence par quoi? Eh bien ça commence par une marque de kavod. Puisque notre ami Napoléon va construire le grand Sanhédrin de Paris. Bien sûr que nous, on a la vision historique de 200 ans en arrière, on connaît les choses. Mais au moment des événements, les Juifs de Paris, ils sont comme des fous. Enfin, on nous reconnaît. Et on va même créer une institution juive qui s'appelle le Sanhédrin. Il aurait pu l'appeler avec un nom pas à connotation juive. Mais attends, c'est le Sanhédrin. Est-ce qu'à l'époque, on se rend compte que c'est le point de départ à 48% d'assimilation? La traduction de la Torah en grec, il n'est pas encore trop tard pour changer la donne. Rappelez-vous toujours que lorsqu'on parle de Hanouka et qu'on dit
Me'atim mul rabim, qu'on était peu face à beaucoup, ce n'est pas que sur le champ de bataille. Les familles défavorisées sont les premières victimes. Grâce à vous, le Keren Hayesod les soutient à travers ses programmes. Ensemble, toujours, c'est notre force. Plus que jamais, Alors, Israël... qui nous fait la pub du Keren Hayesod? Celui qui a la pub du Keren Hayesod, s'il vous plaît, veuillez éteindre votre micro. Nos établissements est classé 3e meilleur PETA de France dans l'industrie dans les écoles de commerce. Les amis, ou vous éteignez la télé, la radio, ce que vous voulez. Sinon, c'est pas possible. Hein. Moi, je veux bien faire le zoom, mais s'il y a le zoom, vous pouvez pas faire de bruit. Nous, les amis, il faut que moi je vous mute. Aïe, 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 aïe. Je sais même pas comment on fait. C'est bon? Top. Donc, je reprends. Après cette interruption du Keren Hayesod. Donc, je reprends. Les amis, lorsque on traduit la Torah en grec, je disais, il faut se rappeler que quand on dit Me'atim mul rabim, ce n'est pas que sur le champ de bataille. Quand on était peu face à beaucoup, oui, il y a eu dans le champ de bataille, mais également dans la société juive d'Israël sous la domination grecque, il y avait une majorité de juifs qui s'étaient hellénisés. C'était une majorité. C'était une majorité, les amis. Et donc, je dis, le dit Tevet, à la différence du 17 Tammuz et de Tisha B'Av, où c'est trop tard, le dit Tevet, c'est le moment où il n'est pas trop tard. C'est le moment où tu peux encore changer la donne. Où tu vois qu'il y a un problème, le problème existe, et tu ne dis pas il n'y a pas de problème, il y a un problème, mais il n'est pas trop tard pour le corriger. Et c'est la raison pour laquelle le dit Tevet a été choisi pour être le Yom HaKadish HaKlali. Yom HaShoah. Comprenez-moi bien. Je vais faire la même corrélation des dates, dit Tevet, 17 Tammuz, Tisha B'Av, que j'ai fait pour la Grèce, je vais la faire pour la Shoah également. Vous avez compris, c'est pas que ce que je vais dire, c'est passer le Tisha B'Av ou 17 Tammuz. Ça, c'est symbolique. Pour moi, les amis, peut-être que vous avez une autre date à me proposer, mais pour moi, le Tisha B'Av de la Shoah, c'est le 20 janvier 1942. La conférence de Wannsee. Le moment où on va officialiser la solution finale. Pour moi, ça c'est le Tisha B'Av. Parce que le mec qui se réveille le 1er février 42 et qui se dit peut-être qu'il aurait peut-être fallu partir de Pologne, mon coco, c'est beaucoup trop tard. Tu finiras dans la chambre à gaz, mon ami. La conférence de Wannsee, c'est trop tard pour se réveiller. Pour moi, le 20 janvier 42, c'est le Tisha B'Av de la Shoah. Pour moi, le 17 Tammuz de la Shoah, c'est le 1er septembre 39. Pour moi, peut-être que quelqu'un, Jean-Paul, je vois qu'il veut me proposer une autre date. Oui, peut-être l'accession de Hitler au pouvoir en 1933. Justement pas. J'y viens. Tu vas voir, j'y viens dans 2 secondes. Pour moi, le 17 Tammuz de la Shoah, c'est le 1er septembre 39. Parce que c'est quoi le 17 Tammuz? C'est quand les soldats babyloniens ou romains ils sont rentrés dans la ville. La guerre a commencé. Mais le 1er septembre 39, c'est le début de la guerre. Un mec qui, à ce moment-là, il veut partir de Pologne, il peut plus. Ça y est, les frontières sont fermées. Rappelez-vous, et on en a déjà parlé, rappelez-vous du Rav Nissenbaum. Rappelez-vous du Rav Yitzhak Nissenbaum, qui en 1938 part de Varsovie, arrive en Palestine avec l'argent de la communauté pour rôle de trouver
de trouver un terrain pour construire un nouveau yishuv et y faire venir la communauté de Varsovie. Il est mandaté par sa communauté et par le Mizrahi Haolami. Il trouve le terrain, entre parenthèses. Le yishuv, il va vraiment exister. Il s'appelle Be'erot Yitzhak, au nom du Rav Yitzhak Nissenbaum. Ils ont trouvé le terrain, ils ont finalisé tous les papiers. Il repart aller chercher sa communauté. Et comme les choses prennent du temps, l'époque, c'est pas la même. La guerre éclate, il est bloqué et il meurt dans le ghetto de Varsovie. Le 1er septembre 39, c'est déjà trop tard. Pour moi, le dit Tevet de la Shoah, c'est le 30 janvier 1933. Le 30 janvier 33, Rabotai, c'est le dit Tevet de la Shoah. Rien n'a changé dans le quotidien des Juifs le 1er février 33. Rien n'a changé. Ah oui, il y avait déjà un vent antisémite, mais avant que Hitler y monte au pouvoir. Oui, on sait bien que Hitler, il n'est pas philosémite, ça on le sait. Mais concrètement, Tachles, le quotidien des Juifs en Allemagne, n'a pas changé le 1er février 33. Les premières lois antisémites, les lois Nuremberg, n'arriveront qu'en 35. La nuit de cristal ne sera qu'en 38. On a le temps de voir venir. Et toute la question est là, Rabotai. Et c'est pour ça que le grand rabbinat choisit de mettre Yom HaShoah le dit Tevet. On a le temps de voir venir en 33. Est-ce qu'on voit venir ou pas? Rappelez-vous le Rav Kook. Rappelez-vous le Rav Kook en septembre 1933, Rosh Hashanah. 8 mois après l'avènement de Hitler au pouvoir, 8 mois après que Hitler soit monté au pouvoir, mais 6 ans avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Rappelez-vous les paroles du Rav Kook dans sa dracha de Rosh Hashanah, la dracha bien connue qui s'appelle Shofarot, dans laquelle il explique que le shofar de la Géoula peut revêtir 3 formes. Il peut être soit le shofar Gadol, soit le shofar Benoni, soit le shofar Katan. Soit le grand shofar, le moyen shofar, le petit shofar. Il nous dit le Rav Kook, le grand shofar c'est quoi? Eh bien le grand shofar c'est le réveil à Sion, mais qui vient pour des raisons de Torah. Je m'éveille à revenir en Israël parce que j'ai entendu l'appel de Dieu. Parce que la Torah m'a dit de venir. Zeh shofar Agadol. C'est le shofar qu'ont entendu les élèves du Gaon de Vilna, les élèves du Baal Shem Tov, la communauté juive du Yémen. La première alia en 1882. Ça, c'est le shofar Gadol. Shofar Benoni, c'est ceux qui n'ont pas entendu la voix du grand shofar. Ils n'ont pas entendu cette voix-là. Eux, ils veulent revenir à Sion pour être un peuple comme tous les autres peuples sur sa terre. Ce qu'on va appeler le sionisme laïque. Alors, c'est moins bien que le grand shofar, mais c'est bécéder quand même. Mais nous dit le Rav Kook en septembre 33, si on n'écoute pas le grand shofar et qu'on n'écoute pas le moyen shofar, alors on sera obligé d'entendre le petit shofar. Et le chidouche, c'est qu'il le nomme. Il dit le petit shofar, il a un nom. Il s'appelle Hitler. Et il va faire un drame dans le peuple juif. Eh ouais. On est 6 ans avant. Qu'est-ce que je raconte? La Shoah, elle n'a pas commencé en 39. La Shoah, elle commence en 40, 41. Einsatzgruppen. Ça veut dire que vous comprenez qu'on est 8 ans avant la Shoah. Ezeu Chacham, nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Haroé et Anolad. Celui qui arrive à voir un petit peu avant. Celui qui arrive à se projeter, Rabotai. Les amis,
Comme je vous l'ai dit, le dit Tevet est intimement lié à la paracha de Vaïgash. Il sera toujours collé à Vaïgash. Là, en l'occurrence, on jeûne vendredi, Shabbat, boum, Vaïgash. Il semblerait que les deux parachutes, enfin que les deux événements, la paracha de Vaïgash et le dit Tevet, sont intimement liés. Qu'est-ce qui se passe dans cette paracha? Dans cette paracha, il se passe un truc. Bémet, je comprends pas. Bon, en vrai, je comprends, mais je comprends pas. Vous connaissez l'histoire de Yosef, ses frères, machin? C'est le dernier acte. Yosef s'est révélé à ses frères. Il a dit salut, c'est moi Yosef. La famille est réunie au grand complet. Tout le monde a pleuré à chaudes larmes. Bon, d'accord. Maintenant, l'émotion est terminée. Ça y est, il n'y a plus de secret, tout va bien. Mais la famine va continuer pendant 5 ans. Petite question, les amis. Qu'est-ce qui empêche Yosef de faire un décret royal que tous les mois, il y a un conteneur de nourriture qui est acheminé vers Eretz Kenaan pour Yaakov et sa famille? C'est un problème de logistique pour Yosef de faire parvenir une caravane tous les mois? C'est le vice-roi d'Égypte. Je pense qu'il a des accords commerciaux un petit peu plus compliqués que celui-là. Alors, va falloir m'expliquer pourquoi, au lieu de subvenir aux besoins de sa famille là-bas, il les fait venir ici, en Égypte. Pourquoi il fait venir Yaakov et toute la famille et tout le peuple juif en exil? Il aurait très bien pu subvenir à leurs besoins là-bas. La réponse est simple. Yosef a une idéologie. Dans son idéologie, puisque maintenant Pharaon nous laisse nous exprimer en tant que juifs, attends, j'ai une place au gouvernement, je suis le vice-roi d'Égypte, je vous ai arrangé des jobs quand vous allez arriver, ne vous inquiétez pas, vous aurez tous une place. C'est le moment de faire ce qu'on est venu faire dans ce monde, à savoir de dévoiler Dieu dans le monde. Et quel est le meilleur endroit pour le faire? Dans la capitale du monde. Barour, c'est l'idéal. Il y a un événement qui est passé inaperçu. Bon, il y a eu le corona, donc tout s'est arrêté. Mais vous savez que le porte-parole du gouvernement français, vous savez qui c'est? C'est un petit juif. Un petit juif. Vous vous rendez pas compte l'influence que ça a eu sur les baisses de l'ALIA. Ça a l'air? Mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Tout va bien. Quelques mois plus tard, on t'a organisé une élection de la plus belle femme de France et on a rappelé à tout le monde que la France avait encore des bons côtés antisémites. Altidag. Je ne t'entends pas, Paul. Jean-Paul, il faut que tu mettes ton micro si tu veux parler. En plus, il va l'arrêter à Shrita. Ah bah ça y est, en Belgique. En Belgique, c'est fini. J'en ai parlé avec mon oncle justement hier, par message interposé. Je lui ai demandé alors quoi? Alors d'abord, il a dit c'est pas encore terminé le combat en Belgique. Ils vont devant, voilà, ils vont devant la Cour européenne des droits de l'homme, machin. Je lui ai dit nous bémet. J'ai dit mais enfin, tu te rends pas compte que c'est ça? C'est le dit Tevet. On est obligé d'attendre que ce soit trop tard. Et c'est exactement de cela qu'on parle. Parce que Yosef, son idéal, c'est donc d'être ici en exil, en Égypte. Vous savez, il y a un homme il avait la même idéologie, exactement pareil. Il s'appelait le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il vit à 150 ans. Il est le sauveur du judaïsme orthodoxe d'Europe occidentale, sans aucun doute. Et il est en marloquette énorme avec le Rav Kalischer, le Rav Gutmacher, les rabbins de Chovevet Zion, qui poussent les gens à venir en Israël. Il leur dit, dans le livre Igrot Tzafon,
Il leur dit au Rav Kalischer et au Rav Gutmacher, il les a rencontrés. Il leur dit ce que vous voyez comme une grande mitzvah, je le vois moi comme une faute et pas parmi les plus petites. De vouloir emmener les Juifs en Israël, mais quelle idée! L'idéologie du Rav Hirsch, c'est de dire maintenant que les Allemands nous ont donné l'émancipation et l'égalité des droits, eh bien nous devons rester en Allemagne et y faire là-bas Torah ou mitzvot et insuffler Kdusha et Tahara à l'Allemagne. Et vous savez quoi? Les Allemands nous diront merci. Je pense que c'est ce qu'on peut appeler une erreur historique. Je pense que les Allemands ne nous ont pas dit merci. Mais c'était l'idée de Yosef. Azma, t'as pas lu qu'à la fin de l'histoire, Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Tu sais pas qu'au final, ok, il y a un temps où les Juifs ils sont pépères. La paracha de Vayigash se termine par un verset. Un verset qui dit Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen vayachazu ba vayifru vayirbu meod. Ce qui veut dire et Israël s'est installé dans le pays de l'Égypte, dans le pays de Goshen, ils en ont pris possession et ils ont fructifié énormément. C'est peut-être le verset le plus long de la Torah. Parce qu'il commence au moment où Yaakov arrive et il termine à la sortie d'Égypte. 210 ans il a duré ce verset. Et c'est ça la question. Parce que, ok, j'ai compris, Yosef il nous a fait venir en Égypte, bon, on n'avait pas trop le choix, c'était lui le patron, ok. Mais 2 secondes, la famine, elle a duré 5 ans. Au bout de 6, pourquoi on n'est pas rentré? Pourquoi on n'est pas reparti? Nous, vous savez très bien pourquoi. C'était tellement bien là-bas. Douce France, cher pays de mon enfance. C'était tellement bien la Tunisie, le Maroc, l'Algérie. C'était fantastique. Heureux comme un juif en France. Heureux comme un juif en France dans les années 30. Ouais, tu parles. Ils ont vite oublié quand ils ont fait heureux comme un juif en France dans les années 80. Mais enfin, j'ai dit à mon oncle, il a écrit un commentaire de la Torah, pas tout seul, mais il y avait eu une yosma, une initiative qui avait été prise par le Rav Yosef Chaim Sitruk, à l'époque où il était grand rambin de France, que tous les aumôniers militaires en France écrivent ensemble un commentaire de la Torah qui ferait parvenir à tous les soldats juifs qui sont dans les régiments en France, machin. Et donc mon oncle et chaque rabbin il avait 2 parachiotes qui devaient faire un petit devoir Torah. Et mon oncle a expliqué ce verset-là. Et il explique quelque chose de très vrai. Il dit, quand il y a marqué Vayachazuba, ce qui veut dire littéralement ils en ont pris possession, il dit, le grand rabbin Bruno Fison, je le cite, Shlita, il dit Vayachazuba, ça veut dire également ils se sont embourbés. Comme on voit avec le bélier dans l'époque de l'épisode de la Akedat Yitzhak, on dit que le bélier, on ne'echaz basvar bekarnav. Il est embourbé avec ses cornes dans le buisson, il ne peut pas bouger. Les Bnei Israël, ils se sont embourbés en Égypte. Lama, pas à cause de problèmes, mais parce qu'ils étaient tellement bien. Le Kliakar, Reb Ephraim Lotchit, il y a 500 ans, à Prague, le Kliakar, il écrit sur ce verset que je viens de citer. Kol pasuk ze be'ashmat bnei Israël ou medaber. Ce verset vient accuser les bnei Israël. Shehem ma bikshu liot toshavim bemakom shenigzar alehem gerut. Ils ont demandé d'être toshavim. Alors toshav, dans l'hébreu du Tanakh, ça veut dire résident permanent. Par rapport à guerre, qui veut dire temporaire. Il dit, ils ont demandé Vayeshev Israël, d'être résident permanent. Alors que ce que Dieu il avait dit à Abraham,
c'est que sache que ton peuple sera, ta descendance sera guerre. Et le Kliakar continue, il dit, Aval, c'est pas ce qu'ils ont dit à Pharaon. Quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont dit à Pharaon, la gour ba'aretz banu, temporaire à cause de la famine. Vekol kach ishtakeu sham. Et ils se sont tellement embourbés, ils ont tellement kiffé là-bas. Ad shelo ratsu latzet mimitzraim. Ils n'ont pas voulu repartir. Ad sheutzrach hakadosh baruch hu leotziam beyad chazaka. Jusqu'à ce que Dieu était obligé, il n'a pas eu le choix, de nous sortir avec une main puissante. Slash en français. Jusqu'à ce que Dieu était obligé de nous envoyer l'antisémitisme. Sinon, on ne voulait pas partir. Sauf que termine le Kliakar avec quelque chose qui nous glace le sang et qui nous dit, et ceux qui de toute façon n'ont pas voulu partir malgré l'antisémitisme, Metu beshloshet yemei ha'afela, sont morts dans l'obscurité de l'Égypte. En français, ça veut dire sont morts d'assimilation. 4/5 du peuple juif est resté en Égypte. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils se sont égyptianisés. Et ils ont disparu des radars. Le dit Tevet, c'est le jeûne où on dit il n'est pas trop tard. Alors aujourd'hui, le danger, je vous rassure, c'est plus Nabucodonosor qui vient détruire Jérusalem. C'est plus ça le danger aujourd'hui. Le danger, c'est plus non plus la Shoah. Baruch Hashem, il n'y aura plus la Shoah. Terminé. On est en Israël. Ça y est, on est rentré à la maison. On a une armée forte. Mais le danger d'aujourd'hui, plus que jamais, c'est l'assimilation. Plus que jamais, on voit nos frères disparaître du peuple juif, comme ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain, quand il n'y aura vraiment plus de shrita en France, en Europe? Alors évidemment, tu as des juifs religieux qui continueront à importer la viande, et ils payeront plus cher. Mais attends, ils ne vont pas manger pas cachère. Mais qu'est-ce que tu fais de tous les juifs qui étaient prêts à aller manger cachère, qui étaient prêts à aller chez le boucher cachère? Bon, ça ne coûte pas tellement plus cher, pourquoi pas? Mais quand la viande, elle sera 3 fois plus chère que ce qu'ils achètent au super, et pas seulement 1 fois plus cher, je te laisse imaginer le nombre de juifs qui vont vite faire leurs calculs, qui ne sont pas suffisamment convaincus. Alors peut-être qu'il y en a certains qui arrêteront simplement de manger de la viande. J'y crois pas. Et après-demain, parce que pour l'instant c'est la shrita, mais dans 3 jours, ça sera la Brit Mila. Mais c'est évident que ce sera la Brit Mila. D'ailleurs, il y a certains pays où c'est déjà le cas. Interdire la Brit Mila, ça sera quand même vachement plus facile que d'interdire la shrita. Vachement plus facile. Et à ce moment-là, on fera quoi? Brit Mila, c'est ce qui nous a gardés entre nous. Quand même. Rabotai, le dit Tevet, c'est le jeûne, mais ça en fera venir beaucoup en Israël aussi. Nachon! Mais tu as raison, il y en a qui vont venir en Israël à cause de ça. Mais Béhémet, on est obligé d'attendre que ça arrive à ça. Je suis d'accord avec toi que Akadosh Baruch Hu, t'inquiète pas, il gère. J'ai pas peur. Mais je pose ma question. On est obligé d'arriver à ça. Et ma responsabilité, ta responsabilité, c'est pas de faire en sorte qu'on n'arrive pas à ça. Zé Asara Betevet Rabotai. Maintenant, vous croyez quoi? Que c'est un truc que je vous dis qui est dans les airs parce qu'il y a eu la Belgique et la Shrita? Mais Rabotai, vous savez combien il y a de juifs qui vont fêter dans quelques jours? Hein? La Noël? Alors, pas beaucoup vont fêter la Noël, mais combien vont fêter la Saint-Sylvestre? Hein? Monsieur Saint-Sylvestre, premier pape qui a lancé les pogroms contre le peuple juif au IVe siècle. Toda Rabba. Tous les pogroms antisémites, ils ont commencé avec ce mec-là. Et nous, on va faire la fête? Non, mais tu comprends pas, c'est juste parce que c'est férié, c'est le nouvel an.
Quel nouvel an? Le nouvel an, c'est Rosh Chodesh Nissan, mon ami. Non, mais j'habite en France. Azma. Nachon, t'habites en France pour l'instant, mais tu es guerre. Arrête de vouloir être Toshav. Ça ne marchera pas. Combien de fois il faut repasser le même disque? Ça y est, il est rayé le disque, c'est bon. Zah Sarah Betevet. Alors, on est à quelques jours justement de cette soirée du 24 décembre. Je vous ai dit, il y a des traditions, le Réma. Le Réma, il dit dans son livre, dans le commentaire de Pourri. Ah non, le Réma lui il dit un autre truc. Il dit, j'ai oublié de dire, c'est une autre info, mais qu'on trouve que chez le Réma, on ne sait pas trop d'où il le sort, que le 10 Tevet, c'est également le jour où la reine Esther, elle a été prise dans le palais de Achashverosh. Top, Yecholiot. Mais pour nous, dans quelques jours, quand il va y avoir cette soirée du 24 décembre, alors il y a des juifs qui vont malheureusement commencer à fêter tout ça. Attends. Par contre, de toute façon, il y a 3000 ans qu'on allait se faire balader de cette manière dans le monde entier. Mon ami, je t'invite à ne pas te prendre pour Dieu. Le fait que Dieu il ait ses plans à lui et qu'il a prévu l'exil, c'est son problème. Moi, de mon point de vue, je ne peux pas me prendre pour Dieu et dire bon, ben, puisque Dieu il veut que de toute façon j'aille en exil, et ben j'y vais. Non. C'est-à-dire, la Gemara, elle va nous dire que la Géoula, elle vient dans une génération où on est tous Rechaïm. Bah, t'es pas obligé d'être Mitnadev. T'es pas obligé, puisque la Gemara, elle dit qu'on doit être Rechaïm quand il y aura la Géoula, bah, t'es pas obligé de, toi, arrêter de faire Shabbat. Dieu, il gère. Et effectivement, la Géoula, elle a eu lieu dans une génération où l'écrasante majorité des Juifs, ils avaient abandonné la Torah. Mais c'est pas pour ça que toi, individuellement, tu te dis, bon, bah alors, abandonnons la Torah. Non. Rabotai, cette soirée du 24 décembre, il y a des juifs malheureusement qui vont la fêter, mais il y a d'autres juifs qui vont pas la fêter, et heureusement, et il y en a même qui vont en avoir peur. Il y a plein de juifs qui ont peur de Noël. Je vous rassure, toutes les sources qu'on a sur les minagim anti-Noël, ce sont que des sources ashkénazes. Je me demande pourquoi. Quand le Rav Ovadia Yosef, on a posé la question au Rav Ovadia, est-ce que c'est vrai qu'on ne faut pas étudier la Torah le 24 décembre, machin, Noël, et ça? Le Rav Ovadia, il a dit, Ze shtuyot ve mitzak vanyot ve kol ashkenazim toim ve ze lo nachon ve ze shtuyot ve ze shtuyot ve ze shtuyot. Et pourtant, chez les chassidim, on appelle ça, d'ailleurs, on n'appelle pas ça Noël, on appelle ça Nitel. Leila Nitel. Mais c'est Nitel. C'est quoi Nitel? Nitel, c'est qu'il a été pendu, mais il n'a pas été pendu, il a été crucifié, mais l'homme chané. L'homme chané. Chez les chassidim, on n'étudie pas la Torah. Parce qu'on ne veut pas donner de achiza, de force, au kochot atuma. C'est-à-dire, Aval Rabotai, Al Tidagou, dans tous les cas, en Eretz Israël, nous sommes la preuve vivante qu'il n'a pas marché. La résurrection du peuple juif en terre d'Israël est la preuve que ce qu'a proposé notre ami Jesus il y a de cela 2000 ans, eh bien ça a échoué. Nous sommes redevenus le Ham Israël qui a réussi à apprendre de ses erreurs et qui, avec l'aide de Dieu, ne les recommencera plus. Attends, il y a une question ici. Cher Rav, je reviens sur mon message concernant le Rosh Chodesh. Je suis en partie, maintenant, disons en terre. Mais même s'il savait, comme contrairement à la civilisation occidentale, avec la réalité prime sur le savoir, la connaissance universitaire, même véridique, il fallait attendre quand même le témoignage de l'homme. Ben voilà, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire que ce qui détermine le Rosh Chodesh, ce n'est pas le calcul qu'on peut en faire au niveau astronomique, c'est le témoignage. Mais qui sont les amis, vous avez compris quelle est l'importance du dit Tevet, quel est l'enjeu de notre génération
dans le dit Tevet, ne pas attendre qu'il soit trop tard, que tous nos frères soient complètement assimilés là-bas, leur montrer qu'ils ont la porte ouverte, qu'ils peuvent rentrer à la maison. Qu'ils peuvent rentrer à la maison. Et j'ai juste la peur d'une seule chose. Je terminerai le cours là-dessus. Je terminerai en disant que j'ai très très peur de ce qui va arriver demain et après-demain. Je crains vraiment une pénurie en Israël. Je suis très sérieux. Je crains vraiment qu'il y ait une pénurie en Israël de papier toilette. C'est pas une blague. Parce que d'un côté, ils parlent d'un reconfinement. Et donc, tous les chilonim, ils vont aller faire un stock de PQ. Et d'un autre côté, le minag des chassidim, c'est de se balader avec des milliers de rouleaux de PQ le soir de Noël. Parce que comme on n'a pas le droit d'étudier la Torah, eh bien, le minag des chassidim, c'est de couper le PQ pour tous les Shabbatot de l'année. Et c'est pas une plaisanterie. Donc, s'ils nous annoncent un confinement, eh ben, il y aura pénurie de papier toilette entre les chilonim qui ont peur qu'il n'y ait plus de papier toilette et les charidim qui veulent se le couper pour toute l'année. Oi va voy, nous risquons de tomber dans une catastrophe écologique. Il n'y aura plus de PQ en Israël. C'est sur cette bonne parole que je vous quitte ce soir et que je vous dis Shabbat Shalom, Refoua Shelema à nos amis et revenez-nous très 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 vite. Et voilà, et Tzom, Kal, Moïd, ce que vous voulez, et Shabbat Shalom, les Kulam. Shabbat Shalom, Yeshua.